Merci beaucoup d'avoir, accepté mon invitation, donc, à discuter, de Bartleby. En fait, en vrai, on se connaît pas. On se connaît, enfin moi je te connais sur YouTube, je te connais par ta chaîne. J'ai découvert, ta chaîne, grâce à François Bon, que je suis aussi beaucoup depuis des années. J'ai découvert, en fait, très précisément quand tu avais parlé de ce livre-là que j'ai adoré. Et en fait, ce dont je me souviens le plus, c'est que quand tu avais parlé de ce livre, tu avais raconté quand tu l'avais lu, à quel moment tu l'avais lu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu fais très souvent. C'est dire dans quelles circonstances, en fait, tu lis les livres dont tu parles. Et le David Foster Wallace, je me souviens, tu disais que tu l'as vu dans le métro et qu'il était assez gros pour un peu faire fuir, même taper sur les mecs un peu collants dans le métro. Je me souviens aussi, tu avais parlé de Marx et je crois que tu l'avais lu en surveillant un devoir, un truc comme ça. Tu vois. Donc, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et moi, ça me permet vraiment de rentrer dans le texte. Et ça me rappelle complètement sur la lecture de Proust. Tu vois. Alors, je me disais, ben, pour parler de Barthélemy, on pourrait peut-être commencer juste par cette question, peut-être un peu anecdotique, mais encore une fois, moi, enfin, c'est quelque chose, moi, qui me permet vraiment de repenser le texte. Alors, tu l'as lu dans quelles circonstances, Barthélemy, dans quel contexte Je l'ai lu par amour. Je l'ai vraiment lu par amour et sans regret, bon, pour un amour qui s'est transformé en amitié, parce que mon ex-compagnon préparait une thèse. Alors j'ai préparé la thèse, alors je vais quand même la montrer, la citer. Représentation de l'homme immobile, j'ai pas de retour, donc je pense qu'on la voit. Ouais. Et donc Jérémy Château qui apparaît 2 fois sur ma chaîne justement pour parler David Foster Wallace pour une des vidéos. Et ça faisait partie de son corpus, et j'avais lu les principaux bouquins de son corpus de thèse quand moi. Alors, je ne sais plus si j'étais déjà en thèse ou encore en agrég à l'époque où je l'ai lu, mais je l'ai lu pour comprendre ce qu'il allait en dire et pour en discuter avec lui. Donc, et là, finalement, j'ai pas mal pensé, on en a beaucoup parlé. Je l'ai lu d'une traite il y a 5 6 ans, comme ça, et ça m'avait vraiment pas mal plu, mais voilà, avec une espèce de lecture adressée, comme on peut avoir une écriture adressée. Mhm. Et donc, ben là, je l'ai relu pour toi. Donc, bon, ben, par amitié, pour préparer tout ça, et en me disant, voilà, comment ça aura changé, en plus, avec. Bah, ça m'a pas mal intéressé de le relire. Et là, en plus, c'était marrant parce que je l'ai relu donc samedi matin, là aussi d'une traite, mais cette fois dans un train, ce qui est quand même paradoxal pour Bartleby. Ouais. Et tu l'as lu dans la même traduction ou Je sais plus. je sais plus. Alors, je sais que j'ai récupéré un PDF sur Internet de l'édition Folio. Je n'ai plus le nom du traducteur, je crois que c'est un homme en tête, mais ça, par contre, je peux redonner les références. Non, Et je c'était pour dis, savoir en fait, tu vois, s'il y avait un décalage, entre tes 2 lectures, en fait, à 5 ans de différence, en fait, tu as perçu le texte différemment ou ouais, mais pas au niveau de la traduction. En fait, bon, je pense que c'est aussi lié à mon parcours parce que maintenant, bon, ouais, j'ai fini ma thèse, je suis enseignante à terre, donc attachée temporaire d'enseignement et de recherche dans une fac, donc prof de lettres. À un moment, je sais plus si j'étais en début de thèse ou en agrég, mais intellectuellement, j'ai quand même fait un petit bout de chemin, quoi. Et là, en le relisant, il m'a vraiment marqué plus pour des situations de narrato et pour tout ce que ça disait de la littérature. En fait, c'est le narrateur qui m'a intéressée, ouais, mmh, plus que Bartleby. ouais. Et, même quand il dit au début, voilà, il faut vraiment que j'en parle parce que ça peut intéresser la littérature, alors même qu'il ne se passe pas grand-chose et que c'est même un livre où ce qui se passe tend vers le rien. Mmh mh. Et bon, ben ça, c'était quand même le sujet de thèse de Jérémy. Et donc, comment représenter le rien et comment ont-ils fait, quoi, ces auteurs, essentiellement des hommes d'ailleurs. Je crois qu'il a qu'une ou deux femmes dans son corpus. Mais j'ai été aussi moins sensible à l'époque. Et c'est. Non, mais il y a des choses qui changent, quoi. Il y a des sensibilités qui s'affûtent ou pas pour certaines choses. Et ouais, c'est vraiment le narrateur là qui m'a retenu et qui m'a beaucoup, beaucoup amusé et qui m'a fait penser à des gens que j'ai lus en fait assez tard, hein, mais plutôt après, comme enfin, que j'avais lu un peu ado, mais oublié. Et puis là, les nouvelles magnétiques, tout le dispositif un peu de canular, semi-scientifique, Oui, etc. ah oui.
Mm, mm. beaucoup plus marqué. Ah ouais. Mm, mm. Et ça, Oui, oui, c'est marrant. On n'a pas encore fait, enfin, dans toutes les discussions que j'ai eues, on n'a pas encore fait de parallèle avec Poe. Et parce qu'il y a aussi quelque chose d'un peu, c'est un peu un fantôme, enfin, il y a quelque chose d'un peu surnaturel aussi. Enfin, on peut aussi le voir de ce point de vue-là. est complètement spectral. Alors, c'est l'avantage du PDF piraté, mais j'ai surligné tous les passages spectrales parce que c'est un truc qui m'intéresse en ce moment pas mal, l'écriture spectrale. Ah oui, Et, ouais, comment on peut écrire le fantomatique ou le spectral dans un texte fantastique ou pas forcément fantastique, ça permet de réfléchir aux questions de registre. Le registre, c'est les modalités, puisque je crois comprendre qu'il n'y aura pas que des littéraires qui vont nous écouter. non, mais ça fait bien justement. Le registre, ça va être vraiment où la modalité, c'est ce qu'on appelle le réaliste, le fantastique, le merveilleux. Mhm. Je ne sais même plus le définir correctement, il ne faut pas que mes étudiants tombent là-dessus. Mais on est en mode conversation. Et je pense qu'il y a vraiment un mode plus précis du fantastique qui est le spectral ou le fantomatique. Ouais. Toi, tu dirais que c'est un peu une nouvelle fantastique, le Bartleby? Il y a quelque chose de cet ordre-là? Et je dirais plus que ça récupère ce registre du fantastique pour le mettre dans un contexte réaliste, et c'est là où ça fait un texte qui est aussi ambigu. Ouais. Parce que tu vois, j'ai eu d'autres lectures. Enfin, j'ai pu faire une lecture avec un ami syndicaliste et on était dans une discussion très très précise, hein, tu vois, sur le conflit patron-employé. Mais c'est vrai que bah, il dort pas, il mange un biscuit au gingembre un bar par semaine, ou il est quand même, il a un corps étrange. Et puis il est littéralement décrit comme spectre. Alors, bon, il y a ce côté occulté derrière le paravent, puis ensuite, puis il hante le lieu. Et Mm, le mot de hantise apparaît dans le texte et il est régulièrement dit comme un spectre, etc. Donc c'est un truc qui apparaît bien dans le texte. mm, mm. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un jeu de déplacement au niveau des registres. Alors, je suis assez structuralisante. Je suis pas structuraliste, mais j'aime bien regarder ce genre de trucs, quoi, au niveau des registres, de comment c'est écrit. Et on serait chez Maupassant, on n'est pas dans le hors-là, quoi. Ouais. Dans un texte où il y a un doute, puisque bah, finalement, la hantise, elle passe aussi sur un truc qui est presque comique et en même temps obsédant pour bah, le patron narrateur, et qui fait que le récit se défausse. Le récit qu'il met en place quand il dit bon bah, demain vous serez parti et qu'il rentre chez lui très content et il revient et Bartleby est toujours là, montre comment le narrateur essaie de mettre en place un récit, de faire quelque chose de littéraire, alors même que Bartleby se défausse, et je crois que ça passe par ce registre décalé en fait. Enfin, Ouais. ce qui Mhm. permet à Bartleby, maintenant, à Melville, de Mhm. rendre ça. Alors, je ne sais pas du tout si ça a été conscient pour Melville parce que je ne le connais pas assez bien, pas très bien. Et puis bon, bah, en fait, on s'en fiche de l'intention de l'auteur. Bah, le décrire va permettre de le dire. Mais il y a un truc, ouais. Attends, on attaque fort là, hein. Direct, le fantôme. T'as un titre. Mais c'est intéressant de le voir comme un corps décharné, euh, Ouais. euh, qui se nourrit pas vraiment. Et alors même que parce que Bartleby, il est dans un bureau avec d'autres employés. Donc il y a le petit jeune. Alors moi, je suis nulle avec les noms des personnages, hein. Mais les deux autres, ils sont l'un fébrile le matin, l'autre l'après-midi. Ils ont Ouais. tout C'est leur ça. corps mécanisé. Ouais. Et Bartleby, Il y en a un, il boit, enfin quand voilà, il mange, parce qu'il mange beaucoup, il boit, voilà, donc l'après-midi il est trop fatigué. Mais il se débrouille aussi, chacun se débrouille pour ne pas trop travailler non plus, hein, les deux autres. Ils travaillent pas énormément non plus en fait. mais c'est pour ça que Bartleby, ça marche bien, parce que quand il arrive, il est celui qui travaille le mieux, et puis qui finalement ne travaille plus, mais qui Ouais. reste dans le lieu. Et avec, au début du texte, tout ce passage du narrateur qui justifie l'intérêt de parler de Bartleby, parce que on n'a pas de page littéraire sur les copistes. Alors, ça, c'est en tant que 19e spécialiste de littérature française, forcément, je pense à Bouvard et Pécuchet. Et j'avais eu Melville au programme d'Agreg avec Bouvard et Pécuchet, mais pas Bartleby, justement, c'était mardi, parce que c'était du côté, le programme voulait aller du côté des Odyssées.
Et franchement, ça aurait été bien Bartleby pour cette question de la copie et de la copie qui est sans fin, sauf que Bouvard et Pécuchet, ils copient de plus en plus, alors que le livre ne s'arrête pas. Enfin, on ne peut pas s'achever puisque Flaubert meurt. Et Bartleby, c'est un livre assez court sur quelqu'un qui ne copie plus. C'est paradoxe absolu quand même. En fait, non, ça m'a vraiment plu de le relire. Et puis en plus, alors si on peut le lire d'une traite, c'est aussi une expérience quand même parce que c'est étonnant parce que la temporalité de la diégèse, donc de l'histoire racontée, est plus longue que la lecture. Oui, oui, parce que il y a quand même quelques années en fait. Parce que il reste quand même quelques années en prison, je me souviens plus de ça. Il y a oui, parce qu'il revient le voir à plusieurs moments. Là, il y a une dilatation à la fin, ça s'effiloche là aussi. Et avec ce moment où Bartleby est en colère contre le patron, mais c'est presque si personnage en quête d'auteur en fait. On peut vraiment avoir cette lecture métatextuelle de Bartleby comme incarnation d'un récit qui préférerait ne pas se raconter. Ah oui, oui, il en est question en fait. C'est ça en fait qu'il dit un peu aussi le patron, le narrateur. Je crois qu'à la fin, il parle un peu de ça aussi. Quand il lui demande d'où il vient, quand il demande son origine, et à chaque fois, il refuse de parler, quoi. Et ça peut ramener du côté des récits qu'on appelle excentriques. Ça, c'est une appellation de Daniel Sansul dans le récit excentrique. Un récit excentrique, c'est un récit qui en fait s'excentre ou se décentre et qui ne se raconte pas. C'est le voyage sentimental ou le Tristram Shandy de Sterne, des textes comme ça. Alors là, bon, je suis hyper influencée par la thèse de Jérémy, quoi, clairement. Parce que c'est quoi un récit qui se raconte pas, mais qui a quand même un bouquin. Ouais. Non, mais le Tristram Shandy, c'est justement, on a un début qui prend toute la place, parce qu'en fait, on devrait avoir toute la vie de Tristram Shandy, on n'a que l'accouchement de sa mère, à force de digression. Et Bartleby, c'est l'inverse. C'est un livre beaucoup plus court et on a zéro origine, on ne sait pas d'où il vient, donc ce qui le ramène du côté du spectre. Hein. Et oui, aussi, ouais. Il n'y a vraiment que cette apparition. Pénac en a fait une adaptation de Bartleby, j'ai oublié le titre de celui-là, mais il a un petit Bartleby avec justement un personnage, mais c'est peut-être Malocène, qui est. Alors c'est Malocène qui va voir quelqu'un qui est dans le coma et je ne sais plus quel autre personnage de la saga, j'ai lu ça il y a longtemps, et qui lui lit Bartleby et avec il y a un effet de mise en abîme. Ah ouais, je connais pas ça. Ouais. Ah, c'est chouette. De retrouver. Je pense là, c'est marrant parce que je pense pas souvent à Pénac, mais et ça m'avait pas trop plu quand je l'avais lu, et là maintenant je me dis, mais en fait avec ce rapprochement du spectre, coma, il y a peut-être un truc en fait qui fonctionne pas mal. Et à propos du spectre, moi, ça fait, enfin, je l'ai pas relu là, la nouvelle depuis quelque temps, donc c'est un truc dont je me souviens pas bien. Mais est-ce que en le lisant comme ça d'un coup, est-ce que tu as perçu quelque chose, une progression vers un assombrissement ou c'est quoi la lumière en fait est-ce qu'il y a une évolution de la lumière dans la nouvelle? Tu sais, il y a ces moments où il regarde ce mur, où il y a quand même une petite lumière qui arrive, et puis je sais pas, moi j'ai un peu dans le souvenir que ça s'assombrit, mais qu'il y a une question de lumière aussi dans cette nouvelle. Je n'avais pas pensé, mais en t'écoutant, je me dis, alors ouais, il y a le mur, il y a le paravent qui commence à occulter, mais à occulter et qui fait écran, hein, comme on a l'habitude de le dire, mais ouais, ce qui fait écran et qui permet en fait plus de projection du narrateur. Donc là, je suis assez métaphorique, il faut éviter ça. Mais après, en fait, quand il est dans la prison, il est dans une cour intérieure. Ouais. Donc, en fait, c'est, alors, il est face à un mur aussi. En fait, moi, c'est une question qui m'a intéressée parce que moi, je suis historienne de l'art et j'ai lu aussi la nouvelle comme ça, en faisant des parallèles avec des tableaux sombres, des fenêtres aveugles. J'ai fait tout un cours sur la fenêtre aveugle, tu vois. Donc, c'est vraiment un sujet qui m'avait intéressée. Mais c'est aussi, ça fait aussi partie du spectre. En fait, le spectre, il laisse passer la lumière, il est transparent. Non? Le fantôme. Ah, parce que alors là, est-ce que c'est un Tu vois, est-ce qu'il n'est pas un peu transparent aussi, Bartleby? Je me demande si c'est pas dit à un moment qu'il est transparent.
Ben après ça peut se chercher dans le PDF. Non, mais moi, je suis contente de montrer comment on peut faire ce genre de choses parce que ça me paraît quand même assez important. Alors, transparent même, je ne l'ai pas dans ma traduction, mais je vais enlever le T parce que comme ça pourra me sortir peut-être aussi des transparences, non? Si je mets juste trans, on peut sortir du translucide, ça n'a pas l'air. Alors, c'est peut-être la spectralité qui t'amène à la lumière, mais je suis sûre qu'il y a des trucs sur la lumière. Mais je ne les ai pas vus parce que je pense que j'ai une imagination moins visuelle. Peut-être pas assez d'imagination, mais sur son côté. Parce que en tant que personnage ou en tant que récit, il est opaque, en tant que métaphore. Ouais. Là, en le prenant Ouais. dans un sens figuré. Et justement parce que le narrateur cherche à lui donner un sens, à en faire un récit, à le prendre dans un récit, et puis à l'évacuer ensuite de ce récit de bureau, et il ne peut pas le faire. Et alors même que ce récit est la copie d'actes juridiques qui n'ont rien de littéraire en eux-mêmes. Donc il y a quelque chose qui... C'est un rapport, tu décris, très particulier et loin de l'imaginaire, quoi. Et même sa phrase je préférais mieux pas, ou enfin il y a plein de traductions, mais I will prefer not to, qui est un nom mais pas franc, mais quand même un nom, joue de cet effet-là. Alors d'un point de vue, franchement, alors, ça me plaît vachement, mais là je sais. Là, j'en trouve un, tout comme un fantôme soumis aux lois que j'avais surligné, soumis aux lois de l'incantation magique, à la 3e sommation, il parut à l'entrée de son ermitage. Le spectral, on va bien le trouver là. Alors après, est-ce que ces métaphores, est-ce que la lumière... Je me demande si au moment où le bureau est vidé, mais où il est encore dedans, il y a des choses qui apparaissent là. Ah ouais. À cet instant, c'est une colle, ça. Ouais, non, là, j'ai en temps cadavérique, apparition, enfin... Ah oui, c'est ça, il a le teint cadavérique aussi, ouais. Donc... Le fait que ça devienne plus sombre, c'est aussi le narrateur qui est affecté par la présence lancinante de Bartleby, et Bartleby qui est présent dans les lieux, mais qui devient ensuite plus franchement l'objet d'une hantise, d'une obsession pour ce narrateur. Descharnes. Avec cette mélancolie qui commence à apparaître, il a besoin de dire je n'ai point de mauvais dessin, etc. Mais c'est clair, transparent, je pense aussi au pupitre qui est fermé et puis que le narrateur ouvre à un moment et voit qu'il y a grand chose dedans. Est-ce que ça, la lumière, je suis sûre qu'elle y est, mais c'est moi qui la vois pas là. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai souvenir qu'il y a une drôle de lumière il y a une drôle d'ambiance lumineuse en fait dans ce huis clos en fait, puisqu'il sort pas. Enfin, le patron sort, mais Bartleby, enfin si, il sort pour aller en prison, mais il sort pour s'enfermer encore plus en fait. Ah, mais je vais le relire en cherchant la lumière. Et sinon, il y a aussi, là, en fait, il y a une autre phrase, ça c'est Deleuze qui souligne aussi, qu'il y a une deuxième phrase qui répète de temps en temps, c'est qu'il dit je ne suis pas particulier ou quelque chose comme ça. Tu te souviens de ça? Ouais, parce que, alors que justement, il l'est, mais par une inaction. En fait, il a une façon singulière de ne pas être singulier. Je sais pas trop quoi en faire de Deleuze, de cette phrase de Deleuze, là tout de suite, mais C'était pour dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une. Enfin, si je me souviens bien, il disait qu'en fait, il y a pas qu'une formule. En fait, il y en a deux. Et peut-être qu'elles sont à penser, tu vois, l'une par rapport à l'autre. Le fait qu'il ne soit pas exigeant, tu vois, il y a un côté, voilà, je suis pas exigeant. J'ai rien de spécial ou quelque chose comme ça. Voilà, rien de spécial. oui, ça va avec le préféré. Pour le coup, ça entre en écho avec ça, parce qu'en exigeant, en affirmant qu'il n'exige pas, mais qu'il n'a aucune préférence, il devrait logiquement laisser possibilité à tout. Ah ben oui, c'est ça en fait. Ouais. Pas vers le rien. Ouais. Et vers un rien de plus en plus prononcé.
Donc oui, oui. Et là, je me rappelle de comment, en fait, le verbe préféré contamine les autres employés du bureau et le narrateur lui-même, et comment le narrateur se rend compte qu'il emploie ce terme et que ses employés l'emploient alors qu'il ne le faisait pas particulièrement. Ouais, ça les énerve. Ouais, ouais, ça les énerve. Mais ça va du côté de cette espèce de désincarnation de Bartleby qui contamine, en fait, Ouais. Mais c'est juste c'est son langage, parce que son attitude, elle sert pas d'exemple aux autres, parce que les autres pourraient très bien dire, oh bah nous non plus, on préférait plus copier. En fait, nous c'est pareil, on veut plus. Il y a pas, ils sont pas en train de monter un syndicat. Au contraire, ils se montent les uns contre les autres parce que pourquoi Bartleby peut ne pas aller à la poste et que les autres doivent y aller pour lui ou relire les textes alors que normalement ça fait partie de son travail. Ouais. Donc par son choix, enfin son choix, je suis même pas sûre qu'on puisse parler de choix, mais par son attitude, il donne plus de travail à ses collègues qui Ouais. ont peu d'empathie et en fait ça ne permet pas d'avoir de l'empathie pour lui. Mm. Cette obstination qui conduit à une obsession. Ah, et puis alors, il y a un autre terme là que je vois revenir tout le temps, je fais circuler un peu le PDF, c'est cadavérique. Ouais. Mm. Alors là, je me demande spectre ou zombie, en fait, Ouais. Ah avoir. oui. Ah oui, oui, c'est vrai aussi zombie, ouais. C'est vrai qu'il est pas en forme quand même, hein, Bartleby. Et puis le spectre, c'est une âme sans corps, le zombie, c'est l'inverse. Mais maintenant, on a un peu envie d'y voir du Kafka aussi. Et oui. Parce que Zamsa, il essaie de parler à sa famille, mais en fait, un insecte ne parle pas beaucoup à des humains, donc ça marche pas. Et la communication familiale, elle est de plus en plus rompue jusqu'à. Bon, je vais pas spoiler la métamorphose quand même. À la fin. Après, bon, évidemment, qu'on n'est pas ici dans une recherche de source, ça fonctionnerait pas du tout, mais c'est intéressant toujours littérairement de faire ce genre de parallèle parce que bon, ça nous montre quand même des singularités et on pense à des textes qui sont quand même assez fantastiques. Ouais. C'est quand même pas. Et où on peut se poser aussi cette question du fantastique parce que finalement, une fois qu'il est transformé en cafard, qu'est-ce qui se passe de fantastique dans la métamorphose? Mm. Bon, après, il est quand même transformé en cafard. Bartleby veut pas parler et pas bouger, ce qui est quand même une hypothèse un peu plus réaliste. Qu'est-ce qui est fantastique? Est-ce que c'est peut-être pas justement l'incompréhension qui rend Bartleby fantastique, alors que en fait, peut-être que c'est tous les autres qui sont dérangés de vouloir copier des textes juridiques, alors qu'en fait, ils pourraient manger des gâteaux au gingembre en restant là. Enfin, non, ça, et ça me donne quand même l'impression que le texte oblige à se demander dans quelle mesure Bartleby est normal ou pas. Et en fait, on voit qu'il n'est pas dans la norme, mais évidemment que quand on questionne la norme, ça questionne aussi notre propre norme. Mm. En tout cas, celle qui est représentée comme la nôtre, parce que c'est un narrateur à la première personne qui regarde Bartleby. Ça pourrait pas être un récit de Bartleby, mais ça aurait très bien pu être un récit à la troisième personne, neutre, ou sans un narrateur incarné. Et en fait, je n'arrive pas à savoir vraiment avec qui on a de l'empathie dans ce texte. Je Ouais. pense que par lecture, on peut avoir de l'empathie avec ce pauvre patron qui n'arrive pas à dégager son employé, et en même temps, le patron lui-même a de l'empathie pour Bartleby, et va même le Le voir. patron essaye de nous mettre de son côté, en fait. Il y a plein de détails où il essaye de nous tirer de son côté pour qu'on compatisse à son problème. C'est un bon patron, hein, mais il n'arrive pas, et même quand il raconte le récit, il ne le raconte pas pour Bartleby ou pour la mémoire de Bartleby, il le raconte pour la littérature et aussi pour se mettre en scène. Alors qu'il n'est peut-être pas si. Enfin, je ne trouve pas que cette éthos, enfin, cette mise en scène de lui-même dans le texte soit vraiment à son avantage. Non. Enfin, en tout cas, elle est tout aussi ambivalente que Bartleby lui-même. Ah, je vais vraiment le relire pour la lumière. Ça. Est-ce que tu disais, toi, tu travailles sur les spectres en ce moment? Alors, c'est pas pour l'université, ça c'est plus pour moi, mais c'est un truc qui m'accroche pas mal parce que les métaphores spectrales, il y en a beaucoup.
J'en vois dans plein de textes politiques du 19e siècle. Alors là, j'en ai vu, en ce moment, je fais tout un cycle sur la Commune. J'en ai vu beaucoup chez Louise Michel, dans la Commune de Louise Michel, parce qu'elle est dans une forme de romantisme noir, donc de gothique à la française. Et le spectre, c'est la Révolution, et c'est le spectre du communisme qu'il y a chez Marx. Alors, je ne lisais que l'idéologie allemande, qui est un texte court, et je n'ai pas encore lu le Capital. On va ramener ça à des proportions modestes. C'est vraiment l'idéologie allemande, parce que c'est une grande claque, et ça se trouve sur Wikisource facilement. Et j'avais, je ne sais même plus si je l'ai fini, mais j'avais été assez marquée par les spectres de Marx. Parce qu'il y a cette question de l'antéologie. Alors Daniel Sansu, que j'avais cité pour le récit excentrique, a bossé ensuite sur, pas mal sur les fantômes, et ça fait partie de ces livres que j'ai achetés et un peu feuilletés et pas vraiment lus parce que je les rêve avant de les lire. Et le fantôme, il m'intéresse pour ce qu'il peut dire de la dissociation corporelle de ces choses-là. Et Mhm. donc en tant que fantastique, et donc il m'intéresse pour écrire et en tant que métaphore théorique, donc des révolutions, donc d'une forme de collectif dans ce cas-là, mais aussi je pense qu'il y a, je vais être un peu plus violente là, mais pour parler de la dissociation après un traumatisme. Voilà. Et notamment dans le cas des violences sexuelles, je pense que l'idée du fantôme permet de dire des choses qui ne sont pas faciles à parler. Mhm. Et Dans la chanson de Barbara, ou tu pensais à ça, ou par exemple? à ce genre de choses. Et même, en fait, j'avais été super marquée quand j'avais découvert assez tardivement, parce que j'ai fait littérature, les allégories de la vérité sortant du puits. Donc des femmes nues qui sortent d'un puits et souvent vengeresses. Et bon, ouais, j'ai vu Sadako de Ring, en fait, qui, Mhm. voilà, et qui est aussi, alors pas forcément nue, parfois nue, enfin là, qui est donc une reprise du folklore japonais, mais en me disant, mais ces figures de dames blanches, parce que, voilà, vengeresses, qui viennent, disent quelque chose peut-être d'une mauvaise foi masculine ou d'une culpabilité masculine qui passe par une hantise, par ces fantômes féminins. Et en fait, pas mal de fantômes sont des femmes dans le folklore ou dans les registres fantastiques. C'est vraiment des intuitions que j'arrive pas Mhm. parce que j'ai quand même un gros boulot universitaire qui passe d'abord, mais qui amenait à dire, voilà, en fait, le fantôme permettait déjà de dire peut-être ces choses-là. Mhm. Par rapport à Barthelemy, c'est hyper intéressant. Est-ce que son côté spectral, ça serait pas une mauvaise conscience ou quelque chose comme ça? Ben, il provoque la mauvaise conscience, en tout cas. Et Mm, c'est pour ça qu'on est agressif à son encontre, parce que puisqu'on ne sait plus quoi faire, il faut s'en débarrasser. mm, Et alors ça, c'est vrai que dans un monde, on va dire, post-MeToo, ça peut faire écho à pas mal de choses pas jojo. mm, mm, Mais il provoque cette mauvaise conscience et le narrateur, donc il veut rester un bon gars, en tout cas donner une image positive de lui-même, mm. a besoin de se débarrasser de Bartleby avec donc de l'argent, etc. Et quand ça marche pas, il faut quand même qu'il lui rende visite et qu'il raconte qu'il lui a rendu visite. Ouais, mhm. Donc il passe bien du côté de cette hantise et de quelque chose qui passe pas. Ah, c'est ça qui m'intéresse dans les fantômes en ce moment. Pour ça que là, j'étais ultra. Je les ai vus, quoi, Mhm. les fantômes. Il a ça. Après, j'irai pas postuler un passé douloureux à Bartleby, puisque l'intérêt, c'est qu'il n'en a pas. Mhm. Mais justement, les fantômes du folklore, enfin, on peut les ramener juste à une expérience. Donc, les femmes emmurées, des choses comme ça qui vont hanter un château. Mais souvent, en fait, elles sont juste là en tant que figure de vengeance sans objet. Et c'est ça qui Mhm. peut rendre terrifiante parce qu'en fait, on leur enlève leur récit. Donc, ouais, Ça, ça peut c'est le cas, s'appliquer. mais à Wall Street. Tu vois, on dit le scribe de Wall Street, mais c'est peut-être le fantôme de Wall Street. Et même les scripts sont un peu des ghostwriters, hein. Mhm. Donc, ça peut se retrouver à ce niveau-là. Alors, avec c'est quoi de l'écrit sans littérature? Ouais, ça renvoie aussi vraiment à ça. Ouais. Ouais, je trouve des ombres qui passent un peu partout aussi dans le texte.
en cherchant. Non, mais pour la lumière, peut-être qu'il faut la chercher en regardant l'ombre. Ouais, Que c'est ouais, ça ouais. qui va, Parce qu'il y a, qui il va y a la- beaucoup d'ombres, beaucoup de dispositifs avec voilà, ouais, des caches. Il y a toute une description donc de la fenêtre qui était déjà pas très lumineuse, mais qui est devenue encore plus obscure parce que Wall Street se construit. New York, c'est ça commence à se construire en hauteur. Donc peut-être que Bartleby, c'est le fantôme de ce nouveau monde-là, quoi, un peu. C'est pas le fantôme de l'opéra, c'est le fantôme de Wall Street ou du New York du 19e siècle. Et puis Wall Street était une piste indienne. C'est pour ça que c'est pas une rue rectiligne. Ah ouais, ah ça je savais pas ça. Ah Wall ouais. Street, en bien, alors là, merci mon ex, hein, mais donc le rappel toujours par la périphrase de Wall Street, c'est vraiment le rappel d'une dépossession. Alors ça, Melville, il est vraiment sensible. Ah oui, ah oui. Vraiment. Et alors là, en plus, je Oui. vois qu'est-ce que ma conscience me dicte au sujet de cet homme ou plutôt de ce fantôme. Bon, alors moi, c'est sûr, j'ai vu beaucoup plus de films d'horreur que Melville, hein, mais un côté cimetière indien incarné dans Bartleby le scribe qui veut plus copier, qui fonctionne super bien, ouais. Mhm. Et, et c'était, oui, toute la Nouvelle-Angleterre, c'est Eh symbole ouais, de génocide, ouais. de vol. Là, voilà la mauvaise conscience, c'est la mauvaise conscience américaine. La suite, c'est Shining. Mais peut-être qu'on peut vraiment voir dans Shining une suite de Bartleby, hein, à écriture. Faudra demander à Stephen King, tu peux l'inviter.